Bon, j'ai faim. T'as les sandwichs? Non, je les ai pas. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Y a eu un raid contre le ravitaillement et ils ont pris les sandwichs. Ah, mais c'est pas possible, je t'avais dit d'allouer des compagnies de cavalerie à la protection du ravitaillement. Tu savais très bien que l'ennemi allait tenter des raids. Mais non, mais là, c'est des mecs qui se cachent dans la forêt, là. C'est imprévisible, ces trucs. Ah, des partisans? Bon. Eh ben on va avoir faim alors. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième invasion napoléonienne du Portugal en 1810 pour tenter de définir et de différencier la Petite Guerre et la guerre des partisans. Cette vidéo sert donc d'introduction à tout ce qui traitera des guerres asymétriques, dissymétriques et des conflits irréguliers. Bref, la nuance que je vais vous présenter ici est centrale et bien que moins visible publiquement, elle est particulièrement débattue dans la théorie militaire. On a du boulot, quoi. Pour commencer, il nous faut un peu de contexte. La troisième invasion du Portugal est la dernière tentée par les armées napoléoniennes. Le Portugal et le Royaume-Uni sont des alliés de longue date quand Napoléon accède au pouvoir. Si les Espagnols sont restés fidèles à leur alliance avec la France, la défaite de Trafalgar en 1805 les empêche de mettre au pas les Portugais dans le cadre du grand blocus de Napoléon qui cherche à isoler la Grande-Bretagne de l'Europe. Si les Espagnols ont déjà battu les Portugais durant la guerre des Oranges en 1801, ils n'ont pu ni les priver de leur colonie au Brésil, ni briser leur flotte. Tant et si bien qu'en 1807, les Portugais refusent le blocus continental de Napoléon et deviennent une faille dans le système français. L'empereur décide donc d'envahir le Portugal, une première invasion qui se soldera par un échec du fait de l'insurrection de la population portugaise ainsi que d'une intervention de troupes britanniques. Dans le même temps, Napoléon commence à lorgner sur la couronne d'Espagne. Impossible de rentrer dans les détails sans trop allonger la vidéo. Retenez que Napoléon pensait être soutenu par une majorité d'Espagnols conquis aux idées des Lumières et de la Révolution, et que ces derniers n'attendaient que des réformes. Non. Ceux qu'on appelait les afrancesados n'étaient pas si majoritaires. Et Nobody expects the Spanish Inquisition. disons que l'Église catholique espagnole était encore très influente. Napoléon se retrouve dans une position d'arbitre durant une dispute entre le roi d'Espagne et son fils. Après avoir écrasé un soulèvement à Madrid le 3 mai 1808 dit Tres de Mayo, il en profite pour les faire tous les deux abdiquer. Dès lors, le pays entier se soulève. En 3 mois, plusieurs villes se rebellent, ce qui correspond à la fin de la première invasion du Portugal. Napoléon envahit alors avec 80 000 hommes le territoire de son ancien allié et impose son frère Joseph sur le trône d'Espagne. En janvier 1808, il repart considérant la situation sous contrôle. Une deuxième invasion du Portugal sera lancée en février 1809, mais qui ne durera que 4 mois. Nouvel échec. Dans le même temps, l'Espagne rentre dans une guérilla efficace et très engagée. Napoléon ne peut s'occuper de ce théâtre, mais il ne l'ignore pas, car il a désormais des Britanniques au Portugal et peine à garder le contrôle de l'Espagne. Il fait donc préparer une armée du Portugal avec 3 corps d'armée pour un total de 65 000 hommes et en donne le commandement à Masséna, un maréchal proche de l'empereur depuis sa première campagne en Italie et au rôle majeur à Arcole, Rivoli, Wagram ou Zurich. Bref, un poids lourd. Mais en face de lui, il a un futur grand, le duc de Wellington qui gagnera la bataille de Waterloo en 1815. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a un plan bien défini en tête. En réalité, dans les options stratégiques des Britanniques, il leur était possible de rejoindre des troupes espagnoles pour les aider à défendre l'Andalousie. Mais confronté à des officiers espagnols qu'il considère arrogants et peu compétents, Wellington préfère rester au Portugal, dont l'armée lui est plus docile. D'autant plus qu'il se sait dans une grande infériorité tant technique que numéraire. Il préfère donc la jouer le plus défensif possible. Et pour cela, le Portugal est adapté à ses objectifs. Wellington se recroqueville sur Lisbonne, qu'il sait atteignable par 3 routes. Au nord, à l'est et au sud. La route du nord est trop longue pour des Français impatients.
Celle du sud force à traverser le fleuve du Tage. Le Britannique sait donc par avance quelle route Masséna va emprunter, ainsi que les forteresses qu'il va prendre. Le maréchal français va se préparer pendant 6 mois et va attendre la fin de la période des récoltes afin de permettre à son armée de facilement vivre sur le pays. Mais cette tendance logistique, devenue une marque de fabrique française, est bien connue de Wellington qui ne veut pas défendre le terrain. Il ordonne donc en amont de l'invasion une destruction méthodique de toutes les ressources sur la route française. Ainsi, après avoir pris Ciudad Rodrigo en Espagne le 9 juillet, les 3 corps d'armée s'élancent vers le Portugal et prennent rapidement Almeida. Là, Masséna en profite pour se ravitailler proprement, histoire de tirer parti de la proximité de la frontière espagnole, tandis que Wellington reste en retrait. Le 15 septembre, les Français repartent de l'avant. Si les Britanniques et les Portugais parviennent à gagner à Buchaco, la position reste indéfendable. Ils vont alors devancer les Français dans un repli maîtrisé, tout en s'assurant de ne rien laisser en vivres ou en munitions. Si les Français avancent rapidement, ils souffrent dans leur dos de miliciens qui attaquent leurs corps isolés, et le ravitaillement s'avère totalement insuffisant, faute de vivres locales à prendre. Et le 11 octobre, ils font une horrible trouvaille. En moins d'un mois, Masséna est arrivé aux portes de Lisbonne et découvre que 3 lignes de fortification protègent la zone escarpée, rendant le passage de son armée jusqu'à Lisbonne impossible. Ces lignes sont celles de Torres Vedras, que les Britanniques ont fait construire dans le plus grand secret afin de protéger la capitale portugaise. Attention, ce ne sont pas des lignes continues de fortification, mais plutôt un réseau de forts et de redoutes qui permettent de mailler et de maîtriser l'accès du terrain. Ces lignes, construites de novembre 1809 à septembre 1810, jouent sur le terrain et la connaissance du chemin qu'emprunterait Masséna. Non contente de couper l'élan et les assauts français, ces lignes permettent également de conserver un lien avec l'Atlantique, d'où viendra une part du ravitaillement, et de communiquer en moins de 7 minutes d'un bout à l'autre grâce à un système de sémaphores. Ajoutez à cela un réseau de routes facilitant la logistique et le déplacement des 60 000 soldats et 12 000 miliciens, et vous obtenez une région totalement inassiégeable protégeant Lisbonne, seul objectif de la campagne française. La construction extrêmement rapide et son grand secret prennent totalement au dépourvu les Français qui sont désormais dans une région isolée et désertée par ces populations qui sont toutes allées se réfugier derrière les lignes Torres Vedras. Incapable de prendre d'assaut ce système sans renfort, Masséna tient sa position 1 mois puis recule sur Rio Mayor pour jouer la montre. S'il reçoit une division supplémentaire, il reste impuissant. L'armée d'Espagne est bloquée, son commandant rechignant à lui venir en aide. Il est isolé, sans soutien local et sans ressources. Les razzias des Français se font violentes, car peu efficaces, ce qui empire l'opinion des Portugais qui mènent une résistance armée de plus en plus active. Masséna tient efficacement une position statique pendant 5 mois, mais sans pouvoir faire plus. En mars 1811, il décide de faire retraite. Et ces 5 mois n'ont pas vraiment entamé les troupes de Wellington bien ravitaillées par la mer. Pire, ce temps a permis d'entraîner des troupes qui étaient alors encore trop inexpérimentées. La retraite commence bien, grâce à la ruse classique de feux de camp, pourtant désert, mais les Français, trop lourds avec leurs canons et affamés, doivent s'alléger le plus possible. Les Britanniques parviennent à engager certains combats à Redinha ou Sabugaï, mais le 11 mai, il n'y a plus de troupes françaises au Portugal. Une écrasante victoire de Wellington donc, qui peut enfin envisager une position offensive face à des troupes françaises exsangues et avec une armée britannico-portugaise bien plus expérimentée et opérationnelle. Mais quand on se penche sur les chiffres, quelque chose frappe. Pour le camp de Wellington, impossible d'estimer les pertes, les miliciens se mélangeant aux soldats professionnels. Mais on peut considérer qu'il a au moins une armée de 50 000 soldats opérationnels. Les Français, eux, déplorent 25 000 pertes sur 60 000, dont seulement 6% au combat. Un excellent exemple de victoire sans bataille donc qu'il convient ici d'analyser. En fait, Wellington a su faire emploi de stratégie, du terrain, et de tout un éventail d'actions qui relèvent de ce qu'on appelle la petite guerre, à ne pas confondre avec la guerre des partisans, menée en même temps en Espagne. Wow, qu'est-ce que tu me racontes là? Calme-toi, la nuance est subtile mais riche en enseignements. S'il n'y a pas eu combat, il y a malgré tout eu duel, prenant en compte des problématiques matérielles extérieures à la lutte armée, mais nécessaires à la bonne tenue de cette dernière par une force militaire. Je comprends pas. Bon. Une armée, pour être fonctionnelle, a besoin de munitions, de nourriture, d'argent, de soutiens locaux ou de connaissances du terrain. Bref, d'autre chose que de force et d'armement. Ok. Ces éléments sont soumis à bien des contraintes. Il faut acheminer la nourriture,
trouver des soutiens locaux, localiser l'adversaire, etc. Ouais. Tous ces besoins réclament moyens, qui sont autant de faiblesses s'ils sont brisés par l'adversaire. Il faut donc allouer de quoi protéger sa logistique, s'assurer de la loyauté des soutiens locaux, bref, tu m'as compris. Et je suppose que l'adversaire étant soumis aux mêmes contraintes, on peut faire pression sur lui en attaquant sa logistique, en récupérant ses soutiens locaux ou en minant son moral? Exactement. Eh bien, toutes les actions qui permettent de seconder celles de l'armée ou qui visent à nuire, à perturber les actions de l'adversaire, c'est ce qu'on appelle la petite guerre. Donc la reconnaissance du terrain, c'est de la petite guerre. Yep, La protection des convois? yep, Les radias pour vivre sur le pays? yep. Les communications, l'espionnage, la perturbation des lignes adverses, la sûreté de l'armée? Qu'est-ce qui te prend à dire yep comme ça? Les actions de la petite guerre sont en réalité infinies. Elles regroupent une grande quantité d'efforts, engageant par exemple énormément de cavaliers. Et ses conséquences sont énormes. La troisième invasion du Portugal en est un parfait exemple de par les actions de Wellington. Par sa politique de la terre brûlée, sa destruction de ponts et de routes, sa protection par les lignes de Torres Vedras d'un lien logistique avec l'Atlantique absolument vital, ou bien même par le secret de la construction de ces dites lignes. Me demandez pas comment il a fait, c'est un mystère. Même la presse londonienne ne savait pas, c'est dire. Les Britanniques et les Français se sont également livrés une guerre de propagande dans les journaux afin d'obtenir le soutien de la population. Oui, bon, ça, dans toutes les guerres, c'est une constante, hein. Dans le même temps, Masséna et les Français ont échoué dans leur conduite de la petite guerre. Ils ne seront pour les lignes Torres Vedras que très tardivement, et ils feront des razzias trop violentes, liguant contre eux une population déjà hostile. De plus, Wellington a fait armer des populations locales, qui livrent une guérilla perturbant grandement la logistique et les communications des Français qui doivent surarmer chacun de leurs convois. Attends, mais la guérilla, c'est de la petite guerre, du coup, non? Ah non. Arrête. La guérilla, c'est rendre inoccupable un terrain par des frappes diffuses et permanentes sur des points isolés. Ça perturbe la logistique, ça force à des déplacements très encadrés, bref, ça perturbe l'armée adverse, c'est de la petite guerre. À la différence de la petite guerre, la guerre des partisans, plus souvent dénommée guérilla, ne s'inscrit pas dans la logique d'action d'une force principale. Refais-la. En clair, elle est indépendante dans ses objectifs. Mais Wellington l'a bien provoqué, non? Tout à fait. Mais il ne faut pas se tromper. La guerre des partisans est une stratégie globale qui peut parfaitement être appliquée par une armée professionnelle ou étatique. C'est le cas d'ailleurs en Espagne au même moment. Ah, ça peut être organisé par une armée, la guérilla. Bien sûr, il y a des tas de théories militaires sur les qualités d'un partisan, ses modes d'action ou ses objectifs. On pourrait proposer que l'action de Wellington d'armer les populations locales relevait de la petite guerre, mais par la suite, ces mêmes populations sont entrées dans une stratégie de guérilla. Donc n'ont engagé que des combats limités, en occupant des terrains rudes et en perturbant grandement les convois français. La guerre des partisans harcèle, fatigue, sans s'exposer, mais elle reste une guerre à part entière. La petite guerre, elle, est indissociable des opérations principales. Ce qui fait que, par exemple pour les Espagnols, il n'y a pas de petite guerre pendant un temps, car ces derniers se vouent quasi exclusivement à la guerre des partisans. En tout cas, on peut dire que l'emploi des deux durant cette campagne fut extrêmement efficace. La guérilla des Espagnols et des Portugais occupés ont complètement isolé une armée française qui, en plus, devait dévier une bonne partie de ses ressources à la protection des convois. Par exemple, un messager à la fin de la campagne devait être escorté par plus de 20 cavaliers. Dans le même temps, Wellington s'est concentré sur la petite guerre et la sûreté de son armée. Le temps et les conditions matérielles ont fait le reste. Pour tout vous dire, ces deux sujets que sont la petite guerre et la guerre des partisans sont des sous-branches de l'étude militaire particulièrement riches et débattues. Les conflits napoléoniens dans la péninsule ibérique ont tout de même ouvert le champ à l'étude de comment mener ou lutter efficacement dans une guerre des partisans. Cette vidéo est donc la première de ce que je prévoyais dénommer guerre coloniale, ce qui ne me satisfaisait pas. À la place, je vous propose, en partant de cette nuance entre petite guerre et guerre des partisans, d'ouvrir enfin le sujet des guerres dissymétriques, asymétriques, contre-insurrectionnelles et révolutionnaires. Et croyez-moi, il y a tout autant à dire. Et c'est dans le cadre de la colonisation puis de la décolonisation que cette matière se développera chez les intellectuels militaires. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. En attendant, moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.